Alors bonjour Ilan, bienvenue dans cette interview. Bonjour On Sylvain. on va parler de tout ce que tu fais. Avant ça, j'ai prévu une petite série de questions pour répondre vraiment sans trop réfléchir. Ok. Alors, est-ce que tu es plutôt du matin ou du soir? Un peu les deux, mais matin, je vais dire. Est-ce que tu es plus plage ou montagne? Plage, Repos ou fiesta? repos, Musique classique ou musique jazz? jazz, Est-ce que tu es plus club ou festival? festival. Série ou Netflix? Euh, Aucun. Ville ou campagne? Alors, ville aujourd'hui, mais campagne à la rentrée. Nouvelle vie qui commence. Ok, super. T'es plus guitare ou piano? Euh, Guitare. Seul dans un business ou en équipe? Seule pour l'instant, mais peut-être bientôt en équipe. Plutôt leader ou manager? Mm, Leader, Salarié ou indépendant? indépendant. Plutôt iPhone ou Samsung? Samsung, Mac ou PC? PC, Insta ou Facebook? Insta. Bureau, télétravail? Ben, bureau en télétravail. Télétravail, ouais. Ok, bah écoute, c'est bon pour moi. Du coup, bah voilà, je te laisse te présenter à mes abonnés. Ouais, ok. Donc, moi, c'est Ilan. Je suis actuellement artiste en lettering. Donc, lettering, c'est le fait de dessiner les lettres. Alors, je dis actuellement parce que je change assez facilement. Et on va Ok, dire que là, depuis 3 ans, je fais ça. Essentiellement dans l'enseignement. Donc, j'ai une partie purement créative, artistique, mais ce que j'aime, c'est transmettre. Et donc, c'est vraiment une partie importante de mon activité d'enseigner le lettering. Donc, je donne des cours en ligne et je donne des cours en présentiel aussi. d'accord. Ok. Le plus gros temps d'activité, c'est l'activité en présentiel ou plutôt en ligne? Alors, cette année, c'était assez équilibré et je pense que à partir de la rentrée, ça va être plus en ligne, euh, parce que, bah, en partie parce que comme je disais dans les questions rapides, je vais partir à la campagne, donc j'aurai moins d'opportunités, je pense aussi, de faire du présentiel et je vais me reconcentrer sur en ligne parce que c'est comme ça que j'ai commencé et c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ok. Là, actuellement, tu vis de quel côté? Là, je suis à Paris Ouais. et je vais partir en Mayenne. Voilà. Donc, Ok. Mayenne, c'est entre Paris et la Bretagne, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'on me pose souvent la question. Ok. Donc, voilà, vraiment en campagne. Alors ouais, je suis dans l'immobilier aussi. C'est vrai qu'on voit beaucoup de Parisiens qui, avec le télétravail, vont s'exiler dans d'autres zones pour retrouver une qualité. Mm, Et c'est vrai que ouais, je crois que la Bretagne est en train d'avoir un nouveau dynamisme grâce à ça. Donc mm, c'est bien, ouais. ouais, ça m'étonne pas. Bon choix stratégique, quoi. Du coup, toi, ton activité, pour ceux qui veulent te retrouver, toi, tu es plus présente sur Instagram, c'est ça? Ouais, 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 c'est là où je suis le plus présente. D'accord. Après, j'aime un peu tous les réseaux sociaux, donc j'ai aussi une chaîne YouTube, j'ai un blog. Là, je viens juste de me lancer sur TikTok avec un défi d'une vidéo par jour. Donc, pour l'instant, je tiens, je tiens le coup. Très C'est bien. très différent, vraiment, TikTok. Et Facebook, je l'ai pour gérer des groupes, en fait, parce que c'est un peu en perte de vitesse, Facebook, je pense que tout le monde l'a remarqué. Ouais. Mais ce qui est encore quand même très, très actif, ce sont les groupes. Je trouve que les groupes, ça a un bon impact sur ton business. Ah oui, ah oui, 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 complètement. Bah, c'est là où j'ai pas mal d'échanges, où je fais mes challenges et mes lives actuellement. Avant, je les faisais sur Zoom et maintenant, je les fais plutôt sur le groupe Facebook. Mais bon, je teste des choses, mais c'est vrai que ouais, le groupe est quand même pas mal prégnant dans mon activité. J'ai plus de 3000 personnes, 3300 personnes. Ok, ouais, excellent. Et du coup, ouais, Instagram, c'est plus une vitrine et après, tu te sers plus du groupe pour alimenter, avoir plus de liens sociaux avec les gens. Oui, c'est ça. Ça permet des échanges. Parce que, en fait, Instagram, c'est quand même un peu descendant. C'est-à-dire que tu postes, les gens réagissent. Ouais, Et dans les groupes, tout le monde peut poster. Donc, d'accord. alors que c'est quand même pas mal différent pour ça, je pense. Et toi qui t'es attaqué à TikTok il y a peu de temps, moi aussi, je crois que je m'y suis mis il y a un mois et demi. Ouais. Tu trouves que ça a un bon impact? Qu'est-ce que tu penses de Ah, TikTok? c'est un peu tôt pour le dire. Moi, je m'y suis mis il y a une quinzaine de jours, je dirais.
Ouais, Et c'est un peu étonnant. Enfin, j'ai pas encore compris les ficelles, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des posts qui peuvent décoller et d'autres faire que quelques vues. Donc c'est assez perturbant. C'est pas aussi stable que Instagram, par exemple. J'ai posté les mêmes vidéos sur Insta et Facebook, pardon, TikTok, et j'ai vraiment des résultats vraiment très différents. C'est très stable sur Instagram et sur TikTok, c'est n'importe quoi. Donc voilà, faut que je teste encore plus. Je pense que 15 jours, c'est pas assez quand même ouais, et pour vraiment tirer des conclusions. tu postes tous les Et jours à la je même trouve heure? il y a pas trop d'interaction. Enfin, il y a les commentaires, mais Ouais, j'ai l'impression que les gens vont pas tant que ça sur le profil. Ils vont aller d'une vidéo à l'autre, ils vont ouais. scroller. Donc, mais en même temps, en 15 jours, je peux pas dire que les gens aient le temps de me connaître et s'attacher à moi ou à mon compte. Donc, je vais voir sur plus long terme. Ouais, Et, voilà. c'est plus de la curiosité. Je pense sur TikTok, ils ont un algorithme un peu spécial. Et Oui, j'avoue, je comprends rien du tout. C'est vraiment, tu postes, mais c'est assez amusant. Enfin, je comprends. Enfin, c'est addictif, tout le monde le dit. ouais, Et oui, oui, je pense, il y a ce côté. ok. Est-ce que tu peux présenter tes services, justement, voilà, qu'est-ce que tu proposes sur tes réseaux sociaux pour rentrer un peu plus dans les détails? Ouais. Alors, bah donc, comme je disais tout à l'heure, le lettering, c'est une activité artistique qui permet de dessiner des lettres. Et mes activités, c'est essentiellement du coup des cours où je vais inciter beaucoup sur la gestuelle, après l'esthétique, comment on forme une lettre, comment ensuite on forme des mots, comment on fait ensuite une composition avec du lettering. J'ai un public qui est assez féminin, qui est assez déjà créatif. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est des personnes qui faisaient déjà une activité créative avant, autre que le lettering. Donc, soit du dessin, ça peut être de la couture, beaucoup des choses avec leurs mains. En fait, c'est des personnes qui aiment aussi beaucoup faire des cadeaux, offrir, par exemple, qui aiment faire des cartes, qui aiment tout ce qui est ouais, fait main, fait maison. Et en fait, ces personnes, bah, une des caractéristiques, c'est comme elles aiment beaucoup de choses, elles vont commencer beaucoup de pratiques et d'activités et elles vont évidemment manquer de temps parce que souvent, ce sont des activités qu'on pratique bah, sur son temps libre. Donc, en plus de tout le reste, hein, on va pas se mentir, on a quand même des vies qui sont de plus en plus chargées, occupées. Et justement, le lettering, c'est une activité qui est très calme, très zen, qui permet vraiment de se poser, qui permet de se mettre dans sa bulle, d'oublier un peu le monde extérieur, un peu comme la musique, toi qui fais de la musique. Et je pense que c'est ça en fait qui attire les gens, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce besoin bah, de créativité, de prendre du temps pour soi, et une activité qui est assez douce, assez calme, qui est assez rapidement gratifiante. Je pense qu'il y a aussi ça qui attire les gens. C'est souvent des gens qui ont vu, alors c'est pour ça que je suis sur Instagram, Pinterest, TikTok, c'est très visuel. Donc les gens vont être d'abord attirés par un visuel et ils vont se dire ah mais j'ai trop envie de savoir faire ça, ça a l'air difficile, je sais pas trop par quoi commencer. J'ai souvent cette question par quoi commencer. Ouais, C'est pour ça que je donne aussi beaucoup d'indications au début sur le matériel et tout pour vraiment mettre de côté ça parce que ça c'est quand même pas le plus dur on va dire. Tu vois un peu, bah, quand on commence quelque chose on sait pas quoi acheter, on est un peu perdu dans tout ce qui existe. Donc, je commence par ça. Après, bah, je donne des exercices assez simples de gestuelle. On trace des traits, un peu comme on a commencé à apprendre à écrire finalement. mmh, Et puis, petit à petit, on prend goût et puis on veut aller plus loin. Et souvent, les gens se rendent compte que d'être accompagné, ça fait vraiment gagner du temps. C'est-à-dire que on parlait de TikTok, scroller, etc. On peut vraiment passer un temps de dingue à juste regarder des gens faire et se dire c'est beau, j'ai bien envie, ouais, mais pas passer à l'action. Donc, c'est ça aussi que je permets avec mes ateliers. Donc, bah, soit en présentiel, soit en ligne, c'est de vraiment passer à l'action avec des formats assez courts qui permettent de vraiment trouver du temps dans son emploi du temps, de se dire, OK, j'ai combien de temps? J'ai 10 minutes, j'ai 20 minutes devant moi. Comment je fais? Bah, je pratique tout de suite grâce à Ilan. Voilà, ok, sans avoir besoin d'aller chercher à droite, à gauche, ouais, de taper sur Internet comment faire ceci, comment faire cela. Et finalement, ces fameuses 10-15 minutes de pratique, on les a plus passées à regarder. ouais. Et pour Un obtenir peu le un piège. niveau un peu sympa dans ta discipline, tu penses il faut combien de temps, au bout de combien de temps on arrive à, tu vas me dire ça c'est aléatoire, ça dépend des gens, mais Ouais, c'est ça dépend des gens, ça dépend un peu de leur historique, s'ils ont par exemple déjà dessiné, s'ils ont l'habitude voilà de tracer parce qu'il y a aussi le fait qu'on perd, hein, cette capacité à écrire, dessiner puisqu'on est beaucoup sur ouais. l'ordinateur, sur le smartphone. Mmh. Donc il y a un peu, ce truc-là qui est assez agréable à reprendre en main, le papier, le crayon et tout.
Mais comme je disais tout à l'heure, c'est assez gratifiant comme pratique parce que au bout de, je vais dire même quelques cours, on a déjà des résultats. C'est ça qui est assez incroyable. Moi, mon format de présentiel, c'est un atelier de 2 heures et je sais qu'au bout de 2 heures, les gens arrivent déjà à faire des belles choses. Après, si on veut aller plus loin, évidemment, il faut plus de temps. Donc, je dirais, pour répondre à ta question, je dirais il faut pratiquer environ 5-10 minutes par jour pendant un mois, par exemple. Et là, vraiment, on peut déjà faire des belles cartes. Là, c'était la fête des pères hier. Voilà, une belle carte de fête des pères, d'anniversaire, des étiquettes de cadeaux, des choses un peu comme ça. Après, si on va aller plus loin, par exemple, la composition, le choix des couleurs, là, on entre vraiment dans le mode apprentissage du dessin, en fait. Et là, on peut y passer des années. Ouais. Mais pour commencer, c'est assez chouette comme activité. Parce qu'en plus, on a besoin juste d'une feuille et d'un feutre, en gros, et on est parti. Et toi, comment t'as eu cette passion? Comment t'es arrivé à te lancer là-dedans? Ouais, déjà, alors moi, je suis assez visuelle, je suis photographe aussi, je fais du dessin un petit peu, pas énormément, c'est-à-dire que justement, c'est un peu ça, j'ai pas eu la patience de me mettre à apprendre l'anatomie, la perspective, toutes ces choses assez techniques. Par contre, j'aimais beaucoup les carnets, les papiers. Je suis très, en gros, tu me lâches dans une papeterie, je ressors pas les mains vides. D'accord. En gros, c'est ça le profil, c'est un peu le profil aussi de mes clientes. Ouais. Et j'avais toujours un carnet avec moi. J'ai commencé ce qu'on appelle le bullet journal. C'est une sorte d'agenda qu'on personnalise comme on veut. Ouais, j'aime beaucoup avoir des choses qui me correspondent. Donc, acheter un agenda, en général, ça ne me va pas trop parce que tu es obligé de choisir, par exemple, une page par jour ou une vision à la semaine. Et en fait, tu peux pas du tout bouger. Le bullet journal, c'est toi qui le fais. Ce qui fait que si tu as beaucoup d'activités, tu peux avoir une page par jour. Et au moment où tu en as moins, bah, tu peux avoir une page au mois ou à la semaine. Donc, j'ai commencé comme ça. Et dans le monde du bullet journal, souvent, quand on cherche justement des inspirations sur Internet, on voit beaucoup de lettering, c'est-à-dire comment faire des beaux titres, comment faire une belle page de garde, des choses comme ça. Et c'est comme ça que je m'y suis mise, juste pour moi et pour mon carnet. Et petit à petit, ça m'a vraiment plu. J'ai commencé à faire un blog pour partager autour de ça, toutes mes découvertes et tout. Et je peux dire, tout est parti du blog, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait ce blog, Lettering Créatif. J'ai commencé à bien aimer partager et enseigner. Après, moi, j'ai toujours aimé enseigner. Ça. En gros, j'apprends quelque chose, le lendemain, je t'en parle et je te donne un cours, quoi. C'est quasiment ça. Donc, c'est assez naturel chez moi, je pense, cette histoire de transmission. Et donc, après le blog, ça s'est un peu enchaîné. J'ai fait un compte Instagram, j'ai construit une communauté. Après, je n'étais pas partie non plus de rien. J'avais été formée sur le blogging, justement, pour transformer un blog après en un produit de formation payant. Et voilà, c'est comme ça en fait, que tout a commencé. Ok, Très simple finalement. Ouais. Et pour les personnes qui nous regardent, qui justement auraient peut-être une passion aussi diverse, combien tu penses qu'il faut de temps en se formant un minimum pour arriver justement à transformer une passion de chez soi en une activité en ligne? Ouais. Alors ça c'est une bonne question, hein. Je pense qu'il y a un peu tous les rythmes parce que pour avoir rencontré beaucoup de ce qu'on appelle les infopreneurs, donc ceux qui vendent leur formation en ligne, il y a un peu tous les rythmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une très grosse partie d'état d'esprit et de régularité. Pour moi, c'est un peu les deux points clés. État d'esprit parce que déjà, il faut y croire. Je pense qu'il y a des gens qui se lancent sans vraiment être convaincus, en fait, sans avoir cet état d'esprit de ça peut marcher, c'est pas que pour les autres, c'est pour moi aussi. Enfin, même moi, quand j'ai commencé au début, je me disais, oh là là, mais je vois tous ces gens, enfin, on peut voir beaucoup de témoignages sur Internet, de gens qui disent, ça y est, j'ai de ma passion, je suis digital nomade, etc. Donc déjà, il faut y croire. Et au niveau du rythme, j'ai pas réussi forcément à voir. Bon, je vois bien, j'observe autour de moi tous mes amis entrepreneurs, ceux qui vont hyper vite, ceux qui vraiment rament et tout. C'est pas évident d'en ressortir, tu vois, une sorte de profil type de réussite. Moi, je pense qu'il faut minimum 1 an. Je pense que faut se dire ça, quoi. Faut se dire, faut pas se mettre le couteau sous la gorge en se disant, oh là là, si j'ai pas décollé en 6 mois, je suis nulle. Enfin, voilà, faut pas partir là-dedans, hein, sinon on est dans l'autoflagellation. Parfois, ça peut prendre un peu plus parce que ça va dépendre de la niche, du public, du moment. Bon, on a eu le Covid, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à la formation en ligne parce qu'on était coincés chez soi. Hein, donc, c'est vrai que ça
pas mal aidé à décoller certaines activités. Il y a la régularité, l'énergie qu'on y met, parce que beaucoup lancent leur activité en parallèle d'un job. Moi, j'avais pris un congé sabbatique et je m'y suis mis tout de suite à 100%. Et je pense que ça a beaucoup compté pour accélérer les choses. Donc voilà, il y a quand même ça, combien de temps on est prêt à y passer par jour, par semaine, etc. Et après, tous les facteurs extérieurs, est-ce qu'on a une famille ou pas, est-ce que... il y a quand même pas mal de choses. Moi, j'avais pas mal d'éléments positifs dans le sens où je me suis mise à plein temps, j'avais des économies, j'avais vraiment une ligne directrice assez claire. Et je pense que tout ça a participé à ce que ça fonctionne. Et ce que j'ai pas dit, oui, c'est qu'en parallèle de mes formations en ligne, ce qui s'est passé aussi, donc ça, j'espère que ça peut aussi vous arriver pour ceux qui ont leur passion, c'est que sur Instagram, j'ai été repérée par des marques. Et là, j'ai commencé aussi à travailler pour des marques dans mon domaine. Donc, moi, ça va être marques de beaux-arts, de feutres, etc. Mais voilà, si on est dans n'importe quel autre domaine, il y a forcément des marques dans notre domaine et qui peuvent nous repérer et aussi compléter par soit des tests de produits, du contenu sponsorisé. Enfin, après, il y a tout un tas de modèles économiques. On travaille avec les marques. C'est un peu à la mode influenceur, mais ça peut aussi être de la production de contenu pour ces marques. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que ça peut être un accélérateur à la fois en termes de visibilité et également toi en termes de confiance que tu mets dans ton business, parce que du coup, tu as un retour direct de personnes qui prennent au sérieux ce que tu fais. Oui. Techniquement, toi, tu sais, il y a beaucoup de techniques après dans le métier entrepreneur, au niveau du web marketing, etc., pour accélérer les résultats. Est-ce qu'il y a une technique ou quelque chose qui a été un peu déterminant sur le lancement de ton business, qui a accéléré un peu les choses? Alors, technique, pas forcément. Alors, disons, il y a plusieurs choses. Il y en a qui peuvent être effectivement apeurés par tout l'aspect, créer un site web, gérer des réseaux sociaux. Il faut quand même avoir on parle sur la liste email, donc il faut savoir quand même gérer un outil d'emailing. Il y a aussi la pub qui est assez technique. Donc effectivement, mais les techniques, on peut soit les apprendre, soit le déléguer. Alors évidemment, si on délègue, il faut déjà avoir un peu de trésorerie, ça c'est sûr. Donc je pense que la plupart des entrepreneurs commencent en faisant eux-mêmes. Déjà, ça permet de comprendre les mécanismes et après déléguer quand la taille est suffisante pour pouvoir déléguer. Si on ne peut pas déléguer, si on n'a pas assez d'argent pour déléguer, on peut aussi s'entourer. C'est-à-dire quand on s'entoure d'autres infopreneurs ou d'autres entrepreneurs, on peut aussi troquer des services et donc quelqu'un qui va avoir déjà fait de la pub va pouvoir t'aider à la lancer, etc., etc. Il ne faut pas non plus se bloquer en se disant il faut forcément de l'argent pour se faire aider. Non, on peut se faire aider entre guillemets de collègues entrepreneurs en disant je sais pas, moi par exemple je suis bonne en Instagram, je te montre comment optimiser ton compte Insta et toi en échange tu me montres je sais pas comment mettre un plugin WordPress. Il peut y avoir ça. Après, j'appelle aussi technique tout ce qui est, donc pas seulement la technique des outils, mais les techniques marketing, par exemple la rédaction, ce qu'on appelle le copywriting, les pages qui vendent, etc. Donc là, pareil, ça s'apprend parce que c'est pas naturel. On n'est pas vendeur comme ça. Surtout si on est parti sur sa passion. En général, la passion, c'était pas la vente pure. Ça va être comme moi le lettering, la musique, la transmission de certaines choses. Donc, oui, il faut savoir qu'on doit être multicasquette. Il va falloir quand même s'y mettre et apprendre toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et sinon, tout ce qui est accompagnement, type coaching, business. Moi, je pense que ce qui m'a fait décoller, ça a été un mastermind que j'ai fait on était 10 entrepreneurs et on est parti 5 jours. On était à Marrakech. On n'est pas obligé d'aller à Marrakech, voilà, mais au moins on était plongé dans notre business. Et à Marrakech, c'était la première fois que je faisais une page de vente, une pub Facebook, et j'étais accompagnée et jamais seule dans chaque étape jusqu'à la vente, jusqu'au webinaire, etc. Donc ça a été le premier, je pense, temps fort de mon business, puisqu'après j'ai su le reproduire, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Après, il y a eu quand même, le Covid, et puis le fait que on avait soudain une sorte de public un peu qui n'existait pas avant, qui se mettait en ligne, qui regardait des webinaires, qui cherchaient en fait à s'occuper, à faire, qui sont rentrés, je pense, un peu de force dans le monde des formations en ligne, enfin en tout cas de tout ce qui existait en ligne.
Ouais, ouais. Bon, après, ça faisait beaucoup de concurrence aussi, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un flux énorme. Je sais pas toi comment tu l'as vécu cette période, mais il y avait des séminaires tout le temps, enfin des lives tout le temps. Enfin, c'était impressionnant. Ouais, moi, j'ai fait beaucoup de formations en fait pendant cette période, chose que j'ai moins le temps de faire habituellement. Oui, c'est ça. Voilà, Je pense beaucoup de gens. Voilà. Mm. t'as évoqué la publicité. Toi, tu fais la publicité dans ton business et sous quelle forme? Oui, alors moi j'ai fait plutôt de la pub Facebook. Je n'ai pas testé sur Google, YouTube du coup. Donc Facebook, ça veut dire Facebook, Instagram. Moi je suis beaucoup Ouais, sur Instagram aussi. Je l'ai commencé, j'avais commencé justement à ce séminaire à Marrakech et j'ai continué pendant le Covid. Pendant le Covid, la pub marchait énormément parce que les ouais, gens étaient connectés. Donc de base, beaucoup plus de gens étaient, la visibilité de la pub était énorme. ouais, Après, je trouve que c'est pas magique non plus la pub, c'est-à-dire que faut pareil connaître des ficelles assez techniques. J'en fais pas tout le temps parce qu'il y a des moments où ça marche mieux que d'autres et puis il y a des moments où j'ai pas l'envie parce qu'il faut quand même revoir les textes, revoir les images, revoir les vidéos. Enfin, c'est pas un truc où on lance une fois et ça va tourner ad vitam aeternam. ouais, c'est ça. Donc il faut le savoir parce que souvent on a peur. En fait, la première peur c'est de se lancer dans la pub parce que ça, on a l'impression quand même que c'est un peu à fond perdu, c'est-à-dire on met de l'argent dedans et on ne sait pas ce qui va revenir. Ouais, Donc il y a beaucoup aussi d'analyse à savoir faire de ces pubs, analyser les chiffres de ces pubs, savoir si elle est rentable ou pas. Ça mm, aussi c'est assez technique. Et même quand elle est rentable à un instant T, elle peut ne plus l'être à T plus 1. Donc il faut aussi savoir se remettre en question. Donc finalement, la pub, il faut le voir comme une production de contenu habituelle, c'est-à-dire avec de la valeur, avec une analyse des statistiques, etc. Et par exemple, typiquement, en ce moment, j'en fais plus, hein, mais c'est possible que je reprenne à la rentrée. J'en fais assez ponctuellement quand j'ai un gros événement, parce que là, ça vaut le coup de mettre un coup de boost sur ça. Par exemple, si je fais un webinaire ou quelque chose comme ça. Mais je fais pas tourner en continu comme certaines personnes qui s'appellent l'Evergreen, où on met en continu une pub qui va sur par exemple, une vidéo préenregistrée, qui va t'emmener ensuite sur ta page de vente, etc. Ouais, pour l'instant, j'ai stoppé cette partie-là. ok, ouais. Mais après, c'est vrai que toi, t'as un format qui est plus confidentiel, qui est plus. Donc c'est vrai que peut-être que les groupes fonctionnent Oui, davantage. c'est ça, voilà. La pub, c'est si on a assez confiance à pouvoir toucher un public froid, finalement, qui va juste Ouais, être mis en contact avec la pub et voir. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce que dans la pub, maintenant, avec les ciblages, on peut aussi cibler sa propre communauté. Donc, c'est aussi un moyen de se faire voir et revoir par les gens ouais, qui nous auraient oubliés. Mais en réalité, si on est déjà dans une optique de production de contenu régulière, on n'a pas tant besoin de la pub, puisqu'on va déjà poster soi-même régulièrement des choses et donc être visible et parler de ses produits. Donc, c'est pas la peine de faire doublon, j'ai envie de dire. mm. Ouais, c'est vrai. Et du coup, toi, quel est le frein principal des gens qui se lancent dans cette activité? Qu'est-ce qui crée je sais pas moi, leur manque, les défauts que tu observes chez certaines personnes qui ont du mal avant d'être accompagnées? Oui, alors je pense que ça va un peu avec ce qu'on a évoqué au tout début, c'est-à-dire le manque de temps, Ouais, le fait de se perdre sur les contenus gratuits. ouais, donc, Et du coup, consommer, mais en fait, le problème du contenu gratuit, c'est que souvent du contenu pour débutants. Donc, en ouais, fait, on tourne en rond. Un peu, admettons, tout à l'heure, on parlait guitare ou piano. Bon, tu vois, là, j'ai une guitare. ouais, Quand je fais des tutos gratuits sur YouTube, OK, je vais savoir faire 3 accords, chanter ma petite chanson, et en fait, ça va s'arrêter là. ouais, Si je veux aller plus loin dans la guitare, je vais aller prendre un prof qui va pouvoir me corriger, qui lui a son expérience des erreurs des débutants, qui va pouvoir faire avancer, etc. Donc là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les freins, ça va être soit je manque de temps et je me dis, bon, si je commence à m'y mettre mais que je suis pas régulier, c'est du temps perdu. Ou alors ceux qui vont se dire, ah, mais je vais y arriver tout seul. Et en fait, bon, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'en fait, non, ils n'y arrivent pas tout seuls. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Et après, oui, il y a quand même ceux qui ont un doute que cette activité est pour eux ou pas. Ils vont se dire, ah, moi, mon écriture est moche, ou je sais pas dessiner, ou je suis pas un artiste. Et donc, ils vont se mettre un peu leurs propres freins. Et ouais. ça, c'est plutôt des freins mentaux, je vais pas y arriver, de faire quoi bon. Mais bon, ça, on va dire, moi, ma cible, elle est plutôt créative et elle veut s'y mettre. Je pense qu'elle est plutôt quand même dans l'action.
Ça va être plutôt pourquoi ça plutôt qu'autre chose. Ouais. Je fais déjà, par exemple, je fais déjà de l'aquarelle. Est-ce que je vais avoir le temps de me mettre au lettering? Voilà, ça peut être ce genre de frein. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est une activité qui est assez gratifiante, qui demande pas tant de temps, parce que parfois on peut se dire ça a l'air difficile, finalement j'aurai pas de résultat, etc. On est beaucoup aussi sur le résultat. Moi, j'accompagne beaucoup sur prendre du plaisir dans le processus et juste prendre ses feutres, être avec son papier, commencer à tracer des traits, c'est déjà très agréable. Pas besoin de se mettre voilà la barre trop haute non plus. Ouais, je comprends. Et après que tu les aies coachés, au bout d'un certain temps, ça on évoquait le fameux mois d'implication pour arriver déjà à se faire plaisir entre guillemets. Ensuite, par la suite, est-ce qu'ils arrivent à être plus ou moins autonomes ou c'est un public qui a encore besoin d'être coaché, tu sais, comme on pourrait être avec la musique? Alors, disons, il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui sont effectivement très rapidement autonomes. Ils ont, entre guillemets, «pris» ce qu'ils avaient à apprendre parce qu'ils ont compris certaines techniques. Typiquement, je parlais de la composition, des couleurs, comment associer tel typo de lettre avec tel typo de lettre, et cetera. Donc une fois qu'ils ont pris l'inspiration, ils sont assez autonomes et ils vont développer leur propre style, leur propre créativité. Et le deuxième profil, ça va être plus des gens qui aiment bien avoir des cours réguliers. C'est pour ça que j'ai un de mes cours, ça s'appelle le Club Lettering Créatif, et il est sur abonnement. Et j'ai des personnes qui sont là dans mes cours depuis 2 ans, 3 ans, et qui sont contents parce qu'ils ont chaque mois une nouveauté. Ils ont pas besoin d'aller chercher de l'inspiration. Je les alimente d'une façon régulière. Et on a aussi un live mensuel. On pratique ensemble. Et donc ça, c'est plus un profil de personnes, non pas qui soient pas autonomes, mais qui aiment bien aussi l'aspect communauté en fait du club et pratiquer avec d'autres personnes, regarder aussi parce qu'on poste, mes élèves en fait postent sur un groupe privé leurs œuvres, donc ça permet aussi des échanges qu'on n'a pas si on est juste en autonomie à suivre des vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai des formations pour les 2 profils, on va dire. Donc le profil autonome, je souhaite apprendre une technique, je regarde, j'applique et ça y est, je sais le faire. Et les gens qui disent non, mais moi j'aime bien l'environnement convivial, j'aime bien échanger avec Ilan, j'aime bien lui envoyer mes travaux et qu'elle me donne son avis. J'aime bien continuer à progresser avec d'autres gens. Et là, dans ce cas-là, ils vont plutôt aller vers l'abonnement. D'accord, ok. Et tu utilises une structure d'école en ligne particulière, tu sais, il y a Podia, System.io, etc. Ou tu vas plutôt faire ça en interne pour les supports que tu donnes. Est-ce que tu passes par un écosystème ou les gens... Oui, je suis sur une plateforme, oui, oui. En fait, j'étais sur System.io et Ouais, depuis l'année dernière, je suis passée sur Hotmart, qui est un peu moins connu comme plateforme, mais ouais, c'est le même type, c'est-à-dire que il y a un programme avec des modules. Enfin, sur la gauche, tu as ton sommaire qui est toujours visible. Et puis après, tu as ton contenu. Souvent, c'est des vidéos, des vidéos, des photos, et puis des PDF à télécharger, ou des images, etc. Moi, ok, comme c'est très visuel et que je montre le geste, c'est quand même souvent des vidéos, hein. On d'accord. voit bien. Et oui, j'insiste aussi beaucoup, c'est des vidéos en temps réel parce que souvent, je sais pas si tu as déjà regardé des vidéos de calligraphie sur les réseaux, mais c'est en accéléré, donc tu vois le truc qui se Ouais, trace. ouais, ça Et évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc moi, j'aime bien le faire en temps réel, que la personne voit vraiment tout comme si en fait elle était à côté de moi, qu'elle me voyait tracer, je donne les explications. Et c'est très pas à pas. d'accord, ok. Et je connais pas trop Hotmart. Qu'est-ce que si tu devais me le mettre en avant par rapport à System.io, qu'est-ce que t'as préféré sur ce système? Alors en fait, c'était vraiment bon, il y a un contexte aussi. Disons que moi, j'ai eu aussi un partenariat avec Hotmart, donc ils m'ont aussi aidé à lancer certaines choses, à revoir un peu mes pages de vente, mes pubs, et cetera. Ce qu'il y a eu aussi, c'est que c'est un système où oui, le service après-vente est vraiment très réactif dès que j'ai une question sur la plateforme, et cetera. C'est aussi parce qu'ils se lançaient en France et que du coup, ils étaient aussi demandeurs d'avoir des retours clients pour justement voir ce qui n'allait pas. C'est une plateforme très internationale. En réalité, elle est née, je crois, en Amérique du Sud et maintenant elle se déploie. Et ils prennent donc une commission de 10% sur les ventes, mais donc on n'a pas à payer un abonnement mensuel chaque Ah mois. ok, ouais, c'est Ça, intéressant ça. c'est pas Ouais, mal ouais. Ouais, c'est bien pour comme ça. démarrer. Mmh. Comment tu vois toi l'avenir du business en ligne?
tu penses qu'on est au tout début, que on est actuellement un peu dans l'âge d'or? Comment tu vois que ça... Ouais, ça c'est pas évident à dire parce que bon moi je suis arrivée dans le business en ligne en 2019 à peu près 2018-2019 mais je pense que ça existait depuis déjà un moment mais là c'est plus des impressions parce que j'ai pas fait d'analyse mais j'ai l'impression que c'était qu'en France c'était quand même plus balbutiant que dans Ouais. d'autres pays anglo-saxons typiquement et même aujourd'hui en réalité maintenant que j'y suis j'ai l'impression voilà que ça explose et puis avec le Covid encore une fois hein, ça a quand même ouvert la porte à des personnes qui n'avaient même pas imaginé. Et je vois bien aussi des plateformes type Domestika, etc., qui commencent aussi à bien s'implanter en France. Donc oui, pour moi, c'est forcément en croissance. Après, euh, comme moi, je suis plongée dedans, je ne vois que ça, on va dire. Alors que si je faisais un micro-trottoir, je pense que non, la personne lambda, elle va pas tout de suite dire, ah oui, oui, moi, je fais de la formation en ligne. Enfin, voilà. Donc, il y a encore des choses à construire. Je pense qu'il y a quand même un cheminement, enfin, une culture à développer en France de la formation en ligne parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Covid, tous les étudiants normaux, je veux dire ceux qui avant allaient dans les universités, etc., se sont soudain mis à avoir leurs cours donnés en ligne par leurs profs. Et à la fois, quand, quand on est revenu à peu près, on va dire, à la normale, bon, moi, je suis pas en lien avec beaucoup d'étudiants, hein, donc je sais pas, mais ça a quand même perduré, un peu comme le télétravail, où il y a eu donc, un télétravail forcé pendant la période de Covid, et il n'y a pas eu un retour arrière complet où soudain tout le monde revenait, c'est-à-dire que les gens sont à peu près à 2 jours, 3 jours en télétravail. Donc pour moi, je vois ça un peu comme ça aussi la formation en ligne, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'engouement puis de ras-le-bol du en ligne, et après ça va retrouver un équilibre oui, on voit quand même bien les avantages de la formation en ligne, on voit quand même bien bah oui, on peut le faire d'où on veut, quand on veut. Enfin, il y a quand même vraiment beaucoup d'avantages. En même temps, ça ne veut pas dire que ça tue le présentiel. On a toujours cette impression, je pense que c'est un peu comme quand la radio est arrivée, quand la télé est arrivée, quand le cinéma est arrivé, on a toujours l'impression que ça va tuer le truc d'avant, genre que la radio va tuer le journal, que la télé va tuer la radio, etc., etc. Mais ça peut cohabiter. Alors, je dis pas, hein, bien sûr, la presse papier est en crise. Enfin, chacun doit se réinventer quand même à son niveau, du coup, pour quand même garder son public. Mais faut pas croire que parce qu'on forme en ligne, soudain, la formation présentielle ne va plus exister. Enfin, une fois qu'on a compris ça, les avantages et inconvénients de chaque, c'est assez complémentaire aussi. C'est-à-dire que moi-même, je suis formatrice en ligne, je me forme en ligne, mais je me forme aussi en présentiel et je donne aussi des cours en présentiel. Donc, voilà, faut voir un peu l'ensemble. Faut pas Ouais, je pense que c'est l'ensemble voir tout n'est pas tout noir et tout blanc. ouais, c'est l'ensemble de l'information, c'est l'ensemble du domaine qui prend du poids et qui, c'est ça, ça nourrit l'ensemble, quoi. Je pense que ça nourrit des peurs un peu. Enfin, moi, je vois ça après selon les domaines, mais je sais que typiquement, genre, je parle du milieu artistique parce que c'est ce que je connais, mais par exemple en danse, en musique, c'est pareil. Il y a eu des formations en ligne qui sont développées, et moi, j'entends complètement les profs qui disent ah oui, mais non, moi je peux pas le en ligne, j'ai besoin de voir mes élèves. C'est physique, tout ça, enfin, la danse, la musique, mais moi, c'est pareil, la calligraphie, on pourrait dire, bah oui, mais moi, j'ai besoin que tu corriges mon geste, que tu prennes mon bras. Je dis, non, j'ai pas forcément besoin de prendre ton bras, mais je comprends ce discours-là, donc je pense qu'il faut juste, moi, ce que j'essaye toujours, c'est de prendre le meilleur, en fait, des systèmes, et c'est comme ça que ça marche, quoi. Pour les gens qui voudraient approfondir un petit peu voilà, l'art que tu proposes, est-ce que tu as des ressources à partager? Je sais pas moi. On mettra évidemment en description tout ce que tu fais pour que les gens Oui, avec plaisir. ce que tu proposes. Mais au-delà de ça, est-ce que tu vois, je sais pas moi, des livres, des blogs, des films? Ouais. Ouais, bien sûr. Déjà, mon blog, celui avec qui tout a commencé, donc Lettering Créatif, dessus, j'ai une rubrique livres où je conseille des livres de calligraphie et de lettering. J'ai une rubrique pour commencer où je donne un peu le matériel de base, quel type de papier, quel type de feutre quand on débute vraiment complètement. Et il y a pas mal de tutos sur mon blog qu'on peut commencer comme ça, seul, tranquille chez soi, que j'ai accompagné de tutos aussi YouTube, parce qu'en fait, c'était en 2019. Enfin, ouais, j'ai fait une série de 30 vidéos de 10 minutes où on peut pratiquer un peu avec moi. Donc voilà, je conseille ça, blog et ma chaîne YouTube.
Et dans les deux cas, je vais conseiller des feutres, du papier, des livres, quelques tutos. Et là, on peut vraiment commencer très facilement comme ça. Et après, voir avec moi si plus si affinité. Ouais, carrément. Et pour ceux qui voudraient justement se lancer dans l'infoprenariat, donc un peu les business en ligne, est-ce que tu penses que toi, le fait de justement te mettre des défis, c'est-à-dire je produis vraiment une vidéo tous les jours, ce genre de processus un peu accéléré, est-ce que tu penses que pour toi, c'est un bon moyen justement d'accélérer les choses, ou au contraire, tu es plus du style à dire qu'il faut faire moins de vidéos, mais plus travailler ces vidéos pour amener plus de qualité, plus de professionnalisme à l'intérieur. Quantité ou Ben, qualité ouais, les deux se complètent pas mal, hein. Moi, je vais donner l'exemple pour ma façon de fonctionner. Quand j'ai commencé le blog, je faisais un article par semaine. C'était vraiment le minimum. Après, sur ce format-là, article de blog où il faut avoir plus de, je sais pas, des articles de qualité, ça va être, je sais pas, entre 500 et 1000 mots. Il y a quand même des images, il y a de la recherche entre guillemets bibliographique, etc. Donc, je conseillerais pas de faire un article de blog par jour, par exemple. Ça n'a pas de sens. Par contre, sur des formats comme Instagram, TikTok, YouTube, là, ça fait sens. Donc, moi, j'ai fait le défi 30 vidéos en 30 jours. Souvent, moi, je fonctionne par 30 jours parce que ouais. ça me permet c'est ni trop court ni trop long. Ça permet quand même d'analyser après ce qui s'est fait. Je sais qu'il y en a qui partent sur un challenge 30 jours et qui le font carrément à l'année. Il y a pas mal de monde qui a fait une vidéo par jour sur YouTube pendant 1 an et ça se tient, hein, ça marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité, elle va venir avec la quantité. C'est-à-dire que sur la quantité, bien sûr, il y aura des vidéos pourries. Il y aura des trucs, il y aura des jours où on ne sera pas du tout inspiré. Et ça permet le lâcher prise. C'est-à-dire, OK, ma vidéo, elle est pas trop terrible, mais je la poste quand même. Voilà. Ouais. Sauf que l'ego étant là, souvent, ce qui se passe, c'est que le lendemain, comme par hasard, la vidéo, elle va être quand même mieux parce qu'on s'est dit, ah ouais, quand même là, je peux pas laisser ça, j'ai envie de faire mieux. Et en faisant, on s'améliore. Et dans le lot, il y en aura toujours quand même qui seront de bonne qualité. Ouais. Donc, moi, j'assume totalement les vidéos un peu pourries. Ça m'a permis d'en faire qui sont de meilleure qualité. Et après, si vraiment on trouve que c'est invivable, parce que c'est sûr, l'infoprenariat, c'est plus un marathon qu'un sprint, c'est pour ça que je limite à 30 jours. C'est-à-dire que je me dis, voilà, à la fin de mes 30 jours, je considère que j'ai le droit, entre guillemets, de me reposer. Sauf si l'habitude est prise et qu'on y arrive, en fait. C'est ça, il faut aussi s'écouter. Je pense qu'on essaye trop d'appliquer. OK, ah oui, il a dit, elle a dit qu'il faut faire ça. Elle a dit qu'il fallait se mettre sur TikTok. Elle a dit qu'il fallait faire une vidéo par jour. Non, je dis ça. Il faut l'adapter à son propre cas. Il faut voir si dans sa journée, on est capable de tenir ce rythme-là. Il faut voir combien de temps. Tu vois, par exemple, là, si je donne l'exemple du TikTok, je mets, je sais pas, 15 minutes à le tourner, 5 minutes à le monter et 2 minutes à le mettre en ligne. Donc voilà, ça m'a pris 30 minutes dans ma journée. Je suis capable de dégager 30 minutes pour ce TikTok. Bon. Surtout qu'après, je le mets sur Insta, oui, je le mets en short sur YouTube. Enfin, voilà, il y a quand même un effet comme ça assez intéressant. Donc voilà, je pense qu'il faut éviter trop les hacks, les tips, les machins. Partir vraiment dans une option stratégie. Dans quelle stratégie plus globale ça s'insère? Est-ce que c'est pour me faire connaître? Est-ce que c'est pour remplir ma liste email? Est-ce que c'est pour faire du viral? Voilà. Il faut vraiment partir en sachant pourquoi on le fait. Sinon, ça n'a pas de sens. Ouais, je suis d'accord. Et au niveau des séminaires que tu as fait, pour rappeler, les séminaires, voilà, c'est des événements qui sont faits souvent entre entrepreneurs sur un sujet. Est-ce qu'il y a des conseils que t'ont donné certains mentors qui ont eu un déclic chez toi et que tu continues à te répéter au quotidien? Alors, ouais, je réfléchis. Il y a la régularité, ça c'est un truc que je dis tout le temps. Ça m'a pas mal appris à réseauter, c'est-à-dire rencontrer des personnes, pas seulement en one shot, mais vraiment entretenir. Souvent, j'entends beaucoup les gens dire ah moi j'ai pas de réseau, moi je connais personne, etc. Et surtout quand on est infopreneur, qu'on est un peu seul chez soi, à juste faire du montage vidéo ou des articles de blog ou de la rédaction, c'est important d'être entouré. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Moi, je suis dans pas mal de réseaux d'entrepreneurs, que ce soit des réseaux gratuits ou payants. Donc, gratuits, on trouve des groupes Facebook qui sont très bien. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se connaît, de groupes Facebook d'entrepreneurs. Il y a des groupes payants avec un contenu, on va dire,
qualitatifs, réguliers, où il peut y avoir aussi des masterclass données aux membres. Il peut y avoir des membres qui eux-mêmes animent des masterclass, et du coup, voilà, il y a aussi ce partage de connaissances qui se fait. Et il faut pas oublier qu'un réseau, ça s'entretient, c'est-à-dire que c'est comme un réseau d'amis. Enfin, faut prendre des nouvelles, faut ouais, connecter. C'est pas juste aller une fois à une grosse journée où il y a 300 entrepreneurs. C'est vraiment connecter, et puis au-delà de l'événement lui-même, revoir les gens après, voir ce qu'ils deviennent, parfois faire des projets en commun. Moi, j'adore faire des projets en commun, j'adore faire participer à des sommets en ligne, faire des webinaires à deux, donner ou faire des interviews. Enfin voilà, tout ça, je trouve que c'est hyper important. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce séminaire? Moi, c'est surtout la connexion, mais c'est ce qui marche pour moi, en fait. Il faut vraiment chercher. Souvent, vous entendrez parler les coachs de quel est votre super pouvoir, quel est votre pourquoi, enfin, toutes ces choses de connaissances personnelles. Ouais. C'est super important avant de se déployer, je pense. Ok, d'accord. Et bon, moi, je suis à Marseille, tu vois, moi, j'adore ce que je vis, je trouve qu'il y a un bon cadre de vie, mais je trouve que bon, au niveau business, il manque un vrai game, tu vois. Le niveau est pas très élevé dans certaines disciplines. Toi qui est à Paris, ça reste quand même la capitale, si on veut faire un VS avec la province, est-ce que tu penses que en termes de connexion, de réseautage pour les entrepreneurs, est-ce que tu penses qu'il y a, on peut plus facilement faire des connexions à Paris ou c'est pas forcément le cas. Internet, ça suffit pour se connecter. C'est une bonne question. Alors moi, je vais parler comme parisienne, hein. Moi, je suis née à Paris et j'ai fait toute ma vie à Paris. Et comme je le dis, je pars à la campagne là cet été. Donc ça va être vraiment de nouveau challenge pour moi. Et je pars à la campagne, pas dans une grande ville, hein. Donc voilà, je pars pas à Lyon, Marseille, Bordeaux ou Nantes. Voilà. Ce que j'ai à dire sur ça, c'est que il faut pas sous-estimer son pouvoir individuel par rapport à ça. C'est-à-dire que Paris, ok, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de façons de connecter parce qu'il y a tout le temps des événements, il y a tout le temps les séminaires dont je parlais, il y en a quand même beaucoup qui se passent à Paris, donc il y a beaucoup de gens qui montent à Paris pour y assister, etc. Mais l'envers de la médaille, c'est que Paris, c'est un côté aussi un peu anonyme, et c'est un peu comme quand tu vas tu choisis d'aller dans une niche, ou tu choisis d'aller dans un endroit où il y a beaucoup de monde. S'il y a beaucoup de monde, il y a une raison, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de concurrence, enfin, et beaucoup de gens intéressés, mais tu peux être perdu dans cette masse. Si tu vas dans la niche, moi, c'est bizarre cette comparaison, parce que je ne vais pas dire je quitte Paris pour aller dans une niche qui est la province, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais dans une niche, il y a aussi son public, il y a aussi des gens, il y a aussi des façons de connecter. Et un des réseaux dans lequel je suis, d'ailleurs, n'est pas lié à une ville. On est tous d'endroits différents, donc c'est quand même de la francophonie, mais voilà, on est de la France, Belgique, Suisse, etc. Et on connecte parce que, typiquement, là, le réseau auquel je pense, on se voit une fois tous les trimestres, il y a un week-end organisé. Là, le week-end dernier, j'étais en week-end avec un petit cercle d'entrepreneurs, et on venait de Rennes, Marseille, il y avait la Suisse, il y avait moi, Paris, etc., Strasbourg. Enfin, vraiment, on est quand même dans un monde où on peut se voir, que ce soit en ligne ou physiquement, assez facilement finalement. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir des idées préconçues sur ça. Et la preuve, moi, par exemple, je suis à Paris, j'ai créé un réseau qui s'appelle les entrepreneurs du 14e parce que je suis dans le 14e. Donc, on peut dire qu'à l'échelle de Paris, le 14e, c'est une petite ville. Et là, en partant en Mayenne, j'ai déjà trouvé un groupe Facebook qui s'appelle Entrepreneurs de Mayenne. Et on est déjà plusieurs dizaines dans ce groupe. Donc, il est en train de grossir, ce groupe. Donc, en réalité, il ne tient qu'à soi, déjà, si le groupe n'existe pas, de le créer. Et en réalité, quand on cherche, on trouve des choses. On trouve, ouais, carrément. Et pour des personnes qui nous regardent et voilà, qui hésitent encore à se lancer, que ce soit dans une passion ou même créer un business, je pense qu'on peut tout créer un business à partir d'une passion, d'une activité dans laquelle on va louer du temps et s'investir. Quel conseil tu pourrais donner? Est-ce que tu peux expliquer tous les bénéfices que toi, ça t'a apporté dans ta vie de prendre les devants pour entreprendre et avoir ce lead dans une discipline? Alors, Ça a changé ta vie concrètement? ouais, ouais, ça a changé ma vie. Non, ça c'est sûr, ça a changé ma vie.
il y a plusieurs aspects. On parle souvent de la liberté de l'entrepreneur. Donc ça, encore une fois, c'est un double tranchant. C'est-à-dire que on est entrepreneur, on a quand même des clients, on a quand même, voilà, faut pas non plus se faire une vie trop idéalisée de tout ça. N'empêche que malgré tout, on choisit son emploi du temps, on choisit ses clients, on a une souplesse de l'emploi du temps. Enfin, moi, je me suis lancée, j'étais jeune maman, donc ma fille, elle avait 3 ans quand je me suis lancée. J'étais propriétaire d'un appartement à Paris qu'on n'avait pas encore fini de rembourser. Donc, entre guillemets, c'est pas des excuses, ça, de pas se lancer, d'avoir des contraintes, que ce soit familiales, financières, etc. Ouais. Par contre, il faut savoir ce qu'on veut, avoir une vision, je pense. Ça veut pas dire une vision, avoir tout écrit, enfin, je veux dire à la Steve Jobs, voilà, on parle souvent le pourquoi, etc. Mais avoir une vision de sa propre vie, en fait, déjà, de savoir est-ce qu'on est capable de cette souplesse-là, est-ce qu'on est capable de supporter la solitude de l'entrepreneur, pourquoi est-ce qu'on veut se lancer, qu'est-ce qui nous plaît dans notre vie actuelle, qu'est-ce qui nous plaît plus, etc. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est sur la souplesse de l'emploi du temps, c'est-à-dire que j'ai plus les horaires de bureau. Moi, j'étais vraiment métro boulot dodo. J'exagère un peu parce que j'avais beaucoup de passion et je faisais des choses à côté, mais c'était au chausse-pied, quoi. Je devais vraiment glisser comme ça mes passions dans les petites 5 minutes qui me restaient dans ma journée. Aujourd'hui, je prends beaucoup plus de temps pour moi, pour faire ce que j'ai à faire ce que j'aime, etc. Il y a le côté, pour ceux qui ont du mal avec le management, d'être son propre patron quand même, prendre ses décisions stratégiques. Alors moi, j'avais pas trop de problèmes avec le management. C'est pas ça qui m'a fait partir de la boîte. Par contre, j'avais un problème de sens, en fait, de recherche de sens, de connexion avec qui j'étais en tant qu'artiste. Que, je l'ai pas dit, mais j'étais chef de projet informatique avant. Aucun rapport avec ni la musique, ni le lettering, ni la photo. Enfin voilà. Donc il y avait ça qui n'allait pas dans ma vie. Et puis le fait d'être son propre patron et de choisir ses stratégies, je trouve que c'est vraiment, ça n'a aucun rapport avec le fait de devoir suivre la stratégie de quelqu'un d'autre ou d'une grosse boîte. Enfin, moi, j'étais plutôt dans des grosses boîtes, mais c'est pareil dans les plus petites boîtes, c'est-à-dire que quand c'est pas toi qui choisis, il y a un moment, même si tu participes aux réunions, c'est pas toi qui aura le dernier mot, quoi. Donc il y a vraiment ça. Et moi, en fait, j'aime bien les défis et le changement. Il y a des gens qui ont peur plutôt du changement, et moi, j'aime bien ne pas savoir de quoi demain sera fait en réalité. Donc, voilà, faut quand même aimer ça. L'instabilité, le fait, l'ascenseur émotionnel, tout ça, voilà, on le traverse, c'est sûr. Les moments de doute, etc. Moi, des moments de doute, j'en avais pas vraiment quand j'étais salariée, parce que voilà, je suivais les trucs, j'avais mes projets, tout était écrit en quelque sorte. Donc voilà, faut accepter d'écrire sa vie en fait. Ça peut faire peur et en même temps c'est tellement excitant. Ouais. Et bon, moi, au début, en fait, j'ai toujours pensé que tout le monde pouvait devenir entrepreneur. Au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'en fait, non, c'était peut-être moi qui avais déjà ce petit grain de folie. Et oui, je pense. on est un peu fou. Quand même. Je viens me connecter avec des gens qui ont un peu la même folie que moi. Toi, de ton côté, tu penses que tout le monde peut devenir entrepreneur sur 10 personnes, par exemple, combien de ces 10 personnes? Disons, je rejoins ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que oui, potentiellement tout le monde pourrait. Enfin, il n'y a pas quelque chose qui empêcherait d'eux, mais en fait, s'il n'y a pas l'envie, s'il n'y a pas quelque chose quand même de profond en soi qui porte quoi sur cette action-là. Mais le truc, en fait, ce qui est un peu trompeur, c'est que on peut l'avoir tellement enfouie et endormie, cette graine de l'entrepreneur. Par exemple, moi, quand je discute avec des gens, je peux avoir les deux phrases. Ah oui, je rêve trop de ça. Enfin oui, je rêve trop de ça, mais j'ai peur, par exemple. Ou ah non, mais non, ça c'est pas pour moi. Mais la personne qui dit c'est pas pour moi, je sais jamais détecter si c'est vraiment pas pour elle, ce qui est complètement possible, ou si c'est parce qu'elle a tellement de couches en fait, de croyances et de choses par-dessus que c'est qu'en fait si ça serait peut-être pour elle, mais qu'elle ne sait pas elle-même. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Parce que moi, je le disais, juste pour expliquer le truc, je ne fais pas partie de ces salariés qui rêvaient d'être entrepreneurs. Moi, au contraire, quand les gens me disaient « Ah, je rêve d'être entrepreneur », je disais « Oula, pas moi !» Pas du tout. Moi, j'étais vraiment tranquille, j'avais mes RTT, mes congés payés, participation, intéressement. Enfin, voilà, j'étais dans des grands groupes. Donc, ça m'allait très bien.
Et en fait, je me suis révélée en tant qu'entrepreneur, mais je pense que j'aurais pas pu le savoir sans avoir passé le pas. Donc c'est Ouais. ça aussi, faut peut-être pas se dire est-ce que je suis fait pour ou pas. Après tout, pourquoi pas tenter. Comme je l'ai dit, il y a des gens, ils le font même en side project, c'est-à-dire à côté de leur job. Donc pourquoi pas. Ça peut être, c'est sûr, faut accepter d'y passer un certain temps quand même, hein, mais pourquoi pas. Après moi, j'ai fait le format congé sabbatique, donc pourquoi pas aussi. C'est-à-dire que c'est faire un tour du monde ou lancer une boîte, hein, pourquoi pas, voilà. Et après, si ça va pas, on revient. Ça peut être ça aussi. Donc il y a pas mal de formats différents. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés au chômage, c'est-à-dire que pour raison X ou Y, ils se sont retrouvés sans emploi et en attendant d'en trouver un autre ou pour tester, ils ont lancé leur boîte. Enfin, donc vraiment, il y a plein de contextes possibles, de façons de faire. Il n'y a pas un seul chemin. Mais oui, moi j'aime bien dire pourquoi pas. C'est pas pire que déménager de Paris à la campagne. Pourquoi pas? Et peut-être je reviendrai. Enfin, j'en sais rien en réalité. C'est une bonne chose, hein. Faut prendre des risques et ouais, se lancer dans le vide. C'est Ça va. ça. C'est ça. Et puis les risques, faut aussi savoir, les risques sont pas si effrayants qu'on pense. C'est-à-dire qu'il y a toujours un retour arrière possible. Après, il faut faire de telle sorte qu'on puisse revenir en arrière. Et en général, c'est souvent le cas. Ouais, ouais, c'est vrai. Écoute, c'est super intéressant. Je pense qu'on pourra en parler ensemble pendant des heures. C'est des sujets qui font sens pour nous. Et je pense que ça fait sens aussi chez pas mal de personnes qui nous regardent. Est-ce que tu aurais une conclusion à donner à cette interview? Alors, c'est jamais facile la conclusion quand on n'a pas trop réfléchi à ça. Moi, ce serait peut-être plus une réouverture sur un autre sujet, puisqu'il y a un sujet quand même qu'on n'a pas abordé. Donc, on peut finir sur ça. C'est le rapport à l'argent. Alors ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder, surtout dans le domaine entreprise et encore plus entrepreneur artiste. Je conseille avant toute chose de travailler, enfin, avant toute chose non, mais en parallèle, si vous vous lancez, de travailler votre rapport à l'argent, parce que ça va forcément ressortir à un moment ou à un autre du chemin, parce que être entrepreneur, c'est vendre, on a toujours l'impression qu'on se vend soi et pas seulement son service ou son produit. Et du coup, ça fait beaucoup de remises en question sur sa propre valeur, sur son rapport à l'argent, parce que bah, quand on est salarié, voilà, on a le salaire qui tombe chaque mois, on ne se pose pas vraiment de questions, à part peut-être annuellement, aux augmentations annuelles, on se dit est-ce que je demande une augmentation, mais là, on doit toujours réinventer, c'est-à-dire qu'on doit toujours réfléchir à son tarif, être à l'aise avec, etc., etc. Et moi, j'ai dû travailler mon rapport à l'argent pendant mon parcours et je le travaille encore. Donc, oui, je pense que prenez quelques livres de marketing et aussi quelques livres sur l'argent. Et puis bon, le pire qu'on vous souhaite, c'est aussi de gagner beaucoup d'argent, etc. Et il faut savoir le gérer. En fait. Il y a beaucoup de gens qui aussi ont décollé très vite et se sont retrouvés après avec, on va dire, des problèmes de riches, mais parfois c'est plus dangereux qu'on pense. C'est-à-dire qu'on peut monter très vite et redescendre très vite aussi. Donc voilà, si on est un petit peu préparé, ça peut aider. Ce rapport à l'argent, en quoi tu vois ça comme un blocage, toi, si tu devais creuser un petit peu plus le truc? Ouais, en fait, il y a la première chose, c'est la tarification. C'est-à-dire qu'au début, on se lance beaucoup sur du contenu gratuit. Donc, Ouais, comment passer du contenu gratuit au contenu payant, comment tarifer. Ça, c'est une des questions que j'ai le plus souvent ouais. de gens qui viennent me voir et qui veulent se lancer, qui me disent mais comment tu as fait pour définir tes prix? Donc, et en fait, pour définir ses prix, c'est pas que définir, il y a définir la valeur de son produit, mais il y a beaucoup de subjectifs en fait. Et il y a beaucoup de soi, c'est-à-dire que souvent on voit, moi je dis souvent, vous pensez à un prix, souvent il faut faire fois 2 en fait. Parce qu'on n'a pas confiance en fait. Il y a une question de confiance en soi aussi. Donc la confiance en soi qu'on travaille en tant qu'entrepreneur, il faut la travailler sur l'aspect argent, tarification, être, être aligné avec ça. Et Ouais. savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire savoir de combien on a besoin pour vivre. Parce qu'après, là encore, il y a plein de profils d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur qui était salarié, qui veut remplacer son salaire. C'est un schéma assez courant. C'est pas forcément une bonne chose. Enfin, ça ne doit pas forcément être ça l'objectif de remplacer son salaire. Mais encore une fois, la question est à se poser. Et puis, il y a l'entrepreneur qui veut monter un empire. Et puis, il y a l'entrepreneur qui, au contraire, va vers du minimalisme et donc
Mais dans tous les cas, que ce soit, OK, un nouveau salaire, il y a un empire, il y a du minimalisme, il faut être clair avec ça. Il faut savoir pourquoi et combien. C'est-à-dire que si on ne sait même pas de combien on a besoin pour vivre, si on ne connaît même pas sa trésorerie, si on n'a aucune idée aussi des différents paliers à passer, qu'est-ce qui va se passer quand ceci, quand cela, on peut se retrouver, on va dire, en situation de difficulté. Il ne faut pas se mettre en danger, garder Ouais, les pieds sur terre. ouais, exactement. Et tu penses que par rapport à ça, le déménagement que tu vas faire, le fait de quitter Paris, est-ce que c'est un truc qui va te permettre d'être, parce que forcément le coût de la vie sera pas aussi élevé que ce que tu auras à Paris. Tu penses que tu vas gagner en qualité de vie et essayer de justement de faire en sorte que ça soit moins l'argent le moteur pour développer ton activité. Tu penses que ce déménagement peut jouer dans ce choix-là ou... Alors, non à la question que l'argent soit moins le moteur. Bah, déjà, l'argent n'a jamais été le moteur de mon activité. Et par contre, je me suis jamais dit, parce que je vais avoir moins de charges, j'ai besoin de gagner moins. C'est-à-dire que moi, pour moi, l'argent, c'est le moyen de mettre en place mes projets. Donc, si j'ai des projets et que j'ai besoin de temps pour tel projet, ça va rester où que j'habite. Pourquoi on déménage? C'était plutôt pour se rapprocher de la nature, pour avoir une vie plus alignée aussi avec notre conception de la consommation. Enfin, on n'est plus à l'aise du tout avec la façon dont ça se passe à Paris. Alors là, vraiment, si j'ouvre la porte sur ces sujets, on en a pour une nouvelle heure ensemble. Donc, je pense qu'on va pas pouvoir. Mais moi, c'est plus une réflexion sur le développement durable, l'écologie, les choses comme ça, et pas sur les notions d'argent. Donc, on a pris une maison, par exemple, bioclimatique avec récupération d'eau de pluie. On est très sensible à l'eau, tu vois, par exemple, tirer la chasse d'eau avec l'eau potable, ça, déjà rien que ça nous va pas, tu vois. C'est ce genre de réflexion. On va avoir un petit potager et tout. Alors, c'est pas, on veut pas vivre en autarcie, hein. Moi, je suis quelqu'un, j'ai parlé du réseau tout à l'heure, donc je suis déjà en train de reconstruire tous mes réseaux. Mais c'est plus vraiment une vie au quotidien, voilà, être plus cuisiner plus, être moins dans aller vers du zéro déchet, être moins dans la consommation de masse. J'ai aussi une dent contre la vie des loisirs parisiens qui ne va plus non plus. La façon de consommer les loisirs, ça ne va plus non plus. Ouais. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui ont fait que. Ce besoin de sens dans ta vie et ce besoin de te raligner par rapport à ces valeurs, est-ce que c'est dû un peu à l'âge ou est-ce que bon, après, quand on est très jeune, au début, on est dans l'énergie, etc. Il y a un moment, moi j'en discute parfois avec ma compagne, c'est vrai que moi, D'accord. mon appart en centre-ville, c'est très urbain, et là, je ressens, c'est très récent, un besoin d'aller plus sur des maisons, etc. D'accord. En lui disant, dans une maison, etc. Donc, c'est aussi un peu cyclique, quoi. Je dis ça, c'est pour ça que je rappelle à l'âge. Est-ce que tu penses que c'est plus le move de la société dans lequel on vit ou c'est lié aussi à un truc plus cyclique lié à l'âge où il y a une autre période? C'est une bonne question. Je sais pas lié à l'âge, mais lié à des moments de vie, oui. Par exemple, bon, là, il se trouve qu'on a une petite fille qui a 7 ans, enfin, qui va avoir 7 ans, c'est ça. La maman qui sait plus, je sais plus. Je pense que quand on a des enfants, on est un peu plus aussi en recherche d'espace, de verdure ou quoi, parce que c'est quand même important pour les enfants et puis avec le Covid, quand on a vécu enfermé, on s'est bien rendu compte que c'était pas naturel de rester dans ce type de contexte. Donc il peut y avoir de ça, mais encore une fois, c'est pas forcément parce que moi, par exemple, j'ai vécu à Paris, j'ai eu mon enfance à Paris. Mes parents n'ont jamais eu plus que ça envie de quitter Paris ou d'aller ailleurs pour plus de verdure ou quoi. Donc, je pense qu'il y a un côté culturel, un côté, il y a des prises de conscience qui sont très personnelles aussi. Donc oui, ça, enfin, j'avais pas vu ça vraiment comme ça. Mais peut-être, oui, peut-être. Et là, on va partir un peu dans. C'est une question qui a rien à voir, mais c'est comme Vas-y. je fais un peu des liens qui sont différents. Toi, tu vois l'avenir de l'ensemble de la population plutôt s'agglomérer dans des grandes villes
ou plutôt est-ce que tu penses que pour la France, par exemple, ben, ça va être une répartition sur les territoires et est-ce que les campagnes vont avoir un renouveau? Euh, Oh qu'est-ce que... là là, ouais, pas facile ça. Ouais, on sent vraiment du thème, mais c'est intéressant. Mais en fait, ce qui est dur à dire, c'est que je pense qu'il y a quand même des prises de conscience écologiques en ce moment. Les jeunes, enfin en tout cas, je l'espère, hein, parce que encore une fois, moi quand j'observe, j'ai l'impression que ça concerne quand même que certaines franges de population. On ne peut pas généraliser. Moi, j'espère qu'il y a des prises de conscience écologiques. C'est le Mais cas. ça veut pas dire. En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'avec le contexte très particulier de la sortie Covid, des guerres qui peuvent commencer à arriver en Europe, des choses comme ça, on n'est pas dans un contexte. Moi, j'ai du mal à voir si c'est contextuel ou s'il y a un moment. Parce que ce que j'observe, en fait, c'est que parfois, il existe des fausses prises de conscience, c'est-à-dire des prises de conscience qui vont être un instant T, et après, on revient à nos anciennes habitudes. Un petit Mmh. peu. Donc là, on a observé un mouvement effectivement des villes vers la campagne suite au Covid, mais qui était, d'après moi, quand même pas mal lié au confinement, et pas forcément une prise de conscience écologique. Ouais, Mais après, il y a quand même une prise de conscience écologique ouais. qui est en train de prendre du terrain. Et pour autant, je pense que ce serait prématuré de dire oui, tout le monde a envie d'aller à la campagne et de faire son potager. Mmh. Et on le voit dans les dernières élections, finalement. Enfin, il y a une sorte de. J'ai pas trop envie de parler politique ici, mais c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu tous ces événements que soudain, ça y est, tous les partis écolos ont explosé. Enfin, non, très loin de là. Donc oui, il y a une prise de conscience. Combien de temps elle met pour arriver dans les vies quotidiennes, je sais pas, parce que je sais pas, ne serait-ce que moi dans mon quartier, je vois plein de, de boutiques de vrac qui s'ouvrent ou de choses comme ça, mais c'est quand même hyper ponctuel. C'est-à-dire que c'est encore, comme je disais tout à l'heure, sur l'infopreneuriat, je fais un micro-trottoir et je dis est-ce que vous êtes sensible à vos déchets? Je suis pas, enfin, voilà, j'ai peur d'être déçue. Enfin, voilà. Donc, je voudrais pas m'avancer à répondre à ta question. Je pense qu'il y a des choses quand même qui se passent. Ouais, ouais. Mais j'ai peur, en fait, moi, ce qui me fait toujours peur aussi, c'est que je ne vois que ce que j'ai envie de voir. On a le fameux biais, en fait, tous ces biais qui font que quand on s'intéresse à un sujet, je sais pas, admettons, je m'intéresse à la permaculture, j'ai l'impression d'en voir partout, mais c'est faux, c'est un biais, c'est-à-dire que c'est parce que je m'y intéresse. Et est-ce que pour autant tout le monde est en train de faire son potager? Non, j'ai pas l'impression. Donc voilà, Ouais. c'est un peu. Si j'observe les poubelles à Paris, elles sont toujours autant pleines. Enfin, donc, ok, zéro déchet, c'est un mot, c'est un terme, mais concrètement, je sais pas, faudrait faire une interview Ouais, ouais, ouais. voilà, C'est intéressant. des Et... éboueurs de la ville et leur demander s'ils voient quelque chose changer. Mais par exemple, le tri, je sais pas, j'ai pas l'impression, enfin, on n'est pas passé de une poubelle jaune pour 10 poubelles vertes à 10 poubelles jaunes pour une poubelle verte. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Il faut un petit peu de temps. Non, mais c'est Ouais, intéressant. je pense qu'il faut plus de temps. Mais je vois quand même qu'à l'école, les enfants sont sensibilisés à ça et tout, ça commence à prendre du terrain. Mais moi, j'ai l'impression que ça prend trop de temps et qu'il faudrait un peu accélérer la Ouais. réflexion. Mais bon, Ouais. Bah, je vais interviewer là des gens qui sont un petit peu dans ce dans domaine, ce domaine, bon, bah, de l'écologie de l'environnement, donc ça peut être ouais, intéressant. ils donneront leur avis sur ça. Mais parfois, on a l'impression de ramer vraiment, hein, Ouais. de faire des choses, mais d'être tout seul. Ouais, non, mais voilà, après, ce qu'on partage a aussi un impact. Donc, même si c'était pas vraiment un sujet, c'est toujours intéressant. Donc, et ça permet aux gens de voir que t'es passionné, que t'as cette vraie recherche d'alignement dans ta Mais vie. on est rattrapé par le quotidien parce que moi, j'ai beau m'intéresser à ces sujets, j'utilise du papier, des feutres dans mon activité, j'utilise du digital, on sait que c'est aussi consommateur pour la planète. Enfin voilà, il y a plein de choses. En fait, ce qui est dur aussi, ce sont des sujets qui sont très, qu'il faut voir à 360 et on peut pas ne s'intéresser qu'à un tout petit pan. On peut pas dire, ah ok, je fais du zéro déchet et à côté, j'ai un forfait illimité data. Enfin, il y a un problème, quoi. Donc, voilà. Ok, bah, c'était intéressant. C'est drôle comme conclusion, mais c'est très bien. Terminons sur la planète et prenons soin
On de conclut, notre belle planète. on entend toujours des nouvelles voix, donc voilà, on la laisse entre bras et brailler et peut-être qu'on viendra en parler une prochaine fois ensemble. Avec plaisir. Avoir le plaisir de t'interviewer de nouveau sur d'autres sujets. Donc j'invite tout le monde à aller voir ce que tu fais. Il y aura tous les liens en description de cette vidéo. Euh, et bon, Ilan, un grand merci pour toute la valeur que tu as apportée pendant cette heure. On a tenu quand même 1 heure, hein, donc Oui. bavard et assez passionné. Je te laisse une mini conclusion, voilà, si c'est un dernier petit message à passer avant qu'on arrête la vidéo. Ok, bah, merci beaucoup à toi, Sylvain. Non, c'était vraiment un échange très, très intéressant. Au plaisir, effectivement, de parler de plein d'autres sujets. Et puis, bah, juste pour ton public, si vous voulez me contacter pour plus d'informations, vraiment n'hésitez pas. Enfin, j'adore échanger sur tous les sujets, pas seulement le lettering. Tous les liens sont en description, donc je vous invite à cliquer. Je te souhaite une très belle journée, Ilan, merci. Et Merci à toi. Ciao.